Bonjour et merci de nous rejoindre, fidèles des programmes de True TV, la télé au cœur des grands rendez-vous qui a pris ses quartiers ici au 5e congrès des experts comptables de l'UEMOA. La thématique centrale, on la connaît, c'est experts comptables et lutte contre les flux financiers illicites. Un sous-thème tout aussi important qui est développé lors de ce 5e congrès, c'est la question de la corruption, une véritable plaie pour nos économies. Et cela a été développé par Amadou Tini. Il est expert comptable, associé chez Mazars. Et avec lui donc, on va revenir sur les formes de corruption. Quels sont les textes en matière de lutte anticorruption que nous avons? Quelles sont justement les limites? Quel est le rôle notamment de l'expert comptable dans cette lutte-là? Nous sommes avec Amadou Tini, je le disais tout à l'heure, expert comptable. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invité. Un plaisir de vous avoir. Je parlais de cette communication. Aujourd'hui, quelle est la photographie qu'on pourrait faire de ce phénomène-là, la corruption dans notre espace, en termes de statistiques? Alors, il est très difficile de se prononcer sur les statistiques parce qu'en réalité, il n'y en a pas des statistiques exactes. Okay. Ce matin, à l'ouverture, deux autorités ont annoncé deux chiffres différents. 80 milliards dans la zone, en tout cas en Afrique, selon les estimations données par le président du CPPC. 50 milliards selon le ministre de l'économie et des finances du Burkina. Déjà, vous voyez, dans la même journée, deux chiffres différents. Donc, il est extrêmement difficile aujourd'hui de donner des statistiques exactes du montant des fraudes liées à la corruption dans notre zone. Ça demeure toujours inquiétant. Extrêmement inquiétant, surtout quand on sait que dans notre zone, nous avons des investissements du point de vue de la sécurité et des besoins de base comme l'éducation et la santé. Justement, lorsqu'on parle de corruption, quelles sont ces formes diverses? C'est encore beaucoup plus sophistiqué maintenant. On connaît les formes, on parle très souvent du pot de vin, ce que les gens font dans la rue. On a également la subordination, c'est-à-dire que la subordination du moins, où on essaie de faire un geste pour pouvoir obtenir des faveurs de l'autre côté. Mais il y a encore d'autres formes. Nous sommes des professionnels du chiffre. Et chaque année, on découvre de nouveaux modes de corruption. Donc, les définitions, si on peut les donner, c'est les définitions qui sont acceptées du point de vue international. Mais je suis convaincu qu'il y a d'autres définitions. Mais on connaît tous très simplement le pot de vin. Et puis, on accepte de subordonner pour pouvoir accepter. Et la corruption, elle est active. Elle est également passive. Je fais, parce que demain, je fais qu'on me fasse quelque chose de plus important. C'est le plus simple. Ça, c'est la corruption passive. La corruption active, c'est le pot de vin. Je donne parce que je veux avoir des faveurs. Au détriment de qui? Au détriment de nos États, malheureusement. Et justement, on parle de nos États. La question de la lutte contre cette corruption-là, elle se fait avec évidemment des textes sur lesquels il faut aller. Aujourd'hui, quel état des lieux on peut faire de ces textes-là? Est-ce qu'ils sont vraiment opérants? Il y a des changements à apporter? Quel état des lieux? Alors, vous savez, en matière de textes, nous sommes des champions. Il y a tout ce qui est géré au niveau international par l'OCDE, dans le cadre des ODD. Donc, vous avez également les recommandations GAFI. Dans notre zone, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par la CEDEAO à travers, comme vous le savez, le JABA. Et puis, dans chaque pays, on a promulgué beaucoup de textes réglementaires et législatifs de lutte contre la corruption. Tous les pays de l'UEMOA disposent de textes sophistiqués. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est, et vous m'amenez à aborder les limites, c'est le mindset, comme on dit, c'est l'état d'esprit. Parce que aujourd'hui, quand on discute, les gens ont dit, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous acceptez ça? La première réponse, tu dis, mais pourquoi je veux mettre en marche? L'autre fait, pourquoi moi je ne fais pas? C'est dommage. Donc, on n'est pas dans la difficulté des textes, on est dans l'acceptation et l'application des textes. On est dans la difficulté de comment changer l'état d'esprit. Comment amener les gens à appliquer les textes. Et
comment est-ce que modifier les textes pour les adapter à nos réalités? Parce que ça aussi, c'est un autre débat. C'est un vrai débat parce qu'on a dans les formes de corruption le conflit d'intérêts. Vous savez qu'en Afrique, tout le monde est voisin de tout le monde est cousin de tout le monde. Ici. Donc ça crée indirectement des conflits d'intérêts. Donc quand on va au niveau des formes de corruption, vous allez voir par exemple, tout simplement, on prévoit des textes, des sanctions, mais on n'applique pas les sanctions. On envoie des missions de contrôle, les rapports d'enquête restent dans les tiroirs. Ça, c'est des difficultés. Donc, on a tous dans les pays, on appelle ça souvent commission de lutte contre la corruption, agence de lutte contre la corruption, etc. Les noms sophistiqués avec des gens qui sont valeureux, des profils intéressants, pour malheureusement chargés d'exécuter, de mettre en œuvre les textes qui sont promulgués par les représentants du peuple. Mais le découragement, parce que généralement, même si le travail est fait, il n'est pas suivi de mise en œuvre de sanctions. Ou alors, ça peine dans le complément, c'est-à-dire les gens qui sont même chargés d'exécuter les peines sont eux-mêmes concernés par malheureusement la corruption. Vous voyez un peu, c'est ça la difficulté. Moi, je pense qu'on a des textes qui sont très bons. On a des recommandations. La norme 37001 qui ne s'applique pas qu'aux États, mais qui s'applique aux entreprises, qui s'applique aux particuliers, qui tout celui qui veut lutter contre la corruption peut mettre avec les dispositions, les risques et comment dérouler un plan d'action et une cartographie des risques contre la corruption existe. Il faut juste, et à mon avis, sincèrement, qu'on arrive à changer l'état d'esprit et montrer que ce qu'on perd en acceptant d'être corrompu, il est beaucoup moins que ce qu'on gagne si on acceptait d'appliquer les textes et d'empêcher et de faire en sorte d'éradiquer ce phénomène-là. Et quand on vous écoute, c'est très intéressant hein, parce que la question du mindset, travailler sur les esprits, ça prend beaucoup de temps. C'est une question d'éducation et de sensibilisation. Et quand on regarde la plupart de nos États qui, logiquement, gagnent à ce que cette corruption-là soit résorbée, on a l'impression qu'on est moins ferme. On est, vous dites, c'est pas que seulement les textes, ça existe bien. On a des structures d'audit, on a des structures de contrôle, mais le phénomène à la peau dure. Mais en définitive, qui doit s'assumer? C'est l'État, c'est l'autorité qui lésine. Enfin, c'est très difficile, c'est très facile de remettre tout le compte de l'État. Je pense que cette action concerne tout le monde. Concerne la société civile, concerne l'État, concerne nous professionnels, concerne les éducateurs. J'aime bien, je pense que ça se fait encore dans quelques États, où chaque matin à 8 heures, on demande aux élèves à partir de la classe de CE2 de s'aligner pour saluer la levée du drapeau et de faire la même chose à 18 heures avant de rentrer à la maison. Vous savez, des gestes simples comme ça, on peut les introduire dans les écoles pour les jeunes qui vont venir plus tard. On peut les introduire parce que c'est une culture d'entreprise. On peut les introduire dans les collèges. On peut les introduire dans les sociétés pour dire chaque matin une sensibilisation. Parce qu'il y a la sensibilisation, il y a également la formation. Ce qui manque, c'est la formation. Montrer les conséquences et montrer les avantages quand on refuse d'être corrompu. On va avoir la lumière, on va avoir la sécurité, on va avoir la santé, parce que tous ceux qu'on perd, on les investit dans la santé pour avoir une meilleure plateforme sanitaire. Et ça passe par des petits gestes simples comme ça. Et je pense que la répétition, comme on nous a toujours dit, en fait, pédagogique. À force de répéter ça dans tous les locaux, dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, à force, ça reste dans l'esprit. Et je pense qu'on doit commencer par des petits gestes comme ça. Je ne parle même pas d'aller dans l'affaire financière. Tout simplement en changeant le mindset. En amenant les gens à changer de comportement, on aura atteint notre objectif à 50%. Après, c'est l'application des textes et autres. Et vous parlez de la corruption et de zones de risque. Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Il y en a beaucoup, il y en a partout. Alors,
Vous savez, la simple acceptation d'un cadeau, c'est sous forme de corruption. Je vous donne un exemple dans le groupe Mazar. Un cadeau de stylo enfin, qui dépasse 100 000 francs n'est pas accepté. Ok. N'est pas accepté. Et tout celui qui voit, même dans mon bureau, quelqu'un qui voit ça dans votre bureau, un truc, ah, c'est un tel client qui vous a donné ça. Et ça fait tellement longtemps. Vous êtes déjà gêné. Donc, il y a dans les petits cadeaux, les dons en nature, déjà des formes de corruption. Il y a des choses qu'on découvre quand on accepte des rabais. Un fournisseur qui accepte un rabais, qui va être logé quelque part dans un compte. Il y a une corruption. On a des situations un peu plus compliquées que nous, qu'on voit, c'est dans les BTP. Quand vous, par exemple, vous convertissez en agent immobilier, vous construisez un immeuble, et puis vous dites, je vends mon appartement à 400 millions. Je sais pertinemment, et vous êtes bien placé parce que vous allez de l'autre côté, vous occupez une fonction où vous pouvez attribuer des marchés. Un des fournisseurs qui souhaite avoir le marché peut venir vous lui dites, écoutez, moi je vous propose d'acheter mon appartement à 400 millions. C'est par l'achat de l'appartement que vous récupérez votre commission, sachant que le coût de construction ne vous a pas coûté 100 millions. Donc, les formes de corruption, chaque jour, c'est des nouvelles méthodes qui apparaissent. Ça, je vous donne juste simple parce que, en fait, dans les BTP, on en voit du tout. Mais ce n'est pas que dans les BTP qu'on voit ça. Évidemment, dans plusieurs secteurs, en tout cas, on est gagné par ce phénomène-là. Et puis, justement, pour recentrer la chose, le thème, c'est bien expert comptable et lutte contre les flux financiers illicites. Quel est justement le rôle et quel peut être l'apport de l'expert comptable dans cette lutte-là? Lutte contre la corruption, ouais. C'est d'abord, je parlais de la sensibilisation. Aujourd'hui, développer des thèmes de formation pour les entreprises sur les méfaits de la corruption. C'est accompagner en fait les entreprises, les organisations dans la mise en place des textes que vous avez cités tout à l'heure. Et je donne l'exemple en France de ce qu'on appelle la loi Sapin. La loi Sapin, c'est une transposition dans la norme 36001 de la lutte contre la corruption. Donc, et c'est la formation, la mise en place, l'élaboration de plans d'action et tout ce qui est post-évaluation. Dans d'autres types de transactions, il peut former. Il y a ce qu'on appelle les due diligence investigation à tout moment. Et puis dans l'accompagnement, même ce qui est dispositif de contrôle interne, d'amélioration des procédures, parce qu'également dans les petites sociétés de PME, on fait exprès de ne pas avoir des procédures, un dispositif efficace, parce qu'effectivement on veut contourner tout ce qui est texte pour pouvoir faciliter le blanchiment. Donc on a un rôle à jouer, on a des outils pour accompagner les entreprises. Il faut également qu'on puisse travailler avec l'État et toutes les sociétés et toutes les organisations que l'État a mis en place pour accompagner la lutte contre la corruption. On a notre rôle à jouer dans ça, on a la technique, nous sommes des sachants, et je pense qu'on devrait faire avec nous, en tout cas pour la partie organisation, la partie État, la partie ONG, parce que également, tout ce qui est organisme à but non lucratif, c'est des éléments qui sont des endroits propices pour tout ce qui est corruption. D'accord. Près de 400 participants pour ce qui est de ce congrès-là. Vous pensez que le message, ça passe entre experts comptables? On prend toute la mesure de cette thématique-là dans notre contexte, hein, quand on sait insécurité et tout, les flux financiers illicites, et les conséquences peuvent être très vite. En fait, ce qui est salutaire, c'est que, vous savez, le choix du thème, ça a été dit ce matin,
c'est avec l'ONEDCA Burkina Faso, mais également c'est avec l'ensemble de la profession de la zone. Et c'est venu à point nommé d'abord parce qu'on est dans cette zone du Burkina, du Mali, du Niger, dans une situation d'insécurité qui également est en train de s'étendre sur le golfe de Guinée. Qu'est-ce qui alimente cette insécurité? Ces terroristes, c'est les flux financiers illicites. Et je pense que les gens sont sensibilisés. La voix, en fait, et les débats doivent être au-delà de cette salle de conférence. Je pense que les conclusions devraient être partagées à tous les niveaux. Et c'est surtout que je pense qu'on doit accepter de savoir que les experts comptables sont également des volontaires de la paix et qu'on peut s'appuyer sur eux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme économique. D'accord. En tout cas, merci à vous, Amadou Tini. C'est moi qui vous remercie pour cette occasion de partager. Le temps est limite, mais je vous invite demain, le panel qui va discuter davantage avec d'autres sommités, d'autres experts, justement, qui vont présenter cette thématique qui est complètement d'actualité dans la zone UEMOA. En tout cas, vous êtes expert comptable associé chez Mazars. Ça a été un plaisir en tout cas de vous avoir pour discuter des questions liées à la corruption et on va vous souhaiter un excellent congrès. Merci beaucoup. Merci. Donc on prend congé ici et maintenant de vous et puis restez toujours avec True TV qui reste au cœur de ce 5e congrès des experts comptables de l'UEMOA. Merci d'être avec nous.